Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Marie-Émilie. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Je suis même ravie d'avoir été invitée. Trop bien, moi aussi je suis trop contente, j'ai trop hâte de t'entendre. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux, parce que, spoiler alert, on peut. Merci donc d'être là aujourd'hui et de venir nous parler en fait de ta vie, de Customer Care Manager, de maman d'un garçon de 8 ans, de femme et de sans doute plein d'autres choses. On aura le temps de dérouler tout ça ensemble. Pour te présenter un peu avant que toi tu rentres dans les détails, tu es Customer Care Manager et tu accompagnes les coachs dans la gestion justement de cette partie Customer Care, notamment dans les coachings de groupe. Est-ce que tu peux détailler un peu plus déjà ce que c'est le Customer Care en bon français et nous expliquer un peu voilà qui tu es? En fait, le customer care, c'est tout simplement tout ce qui est lié à la relation et à l'expérience client. Alors, on dit un peu customer care parce que c'est joli. Ouais, ça sonne bien. Déjà, ça sonne bien. Mais c'est surtout parce que quand on va dire service client, on va penser tout de suite au SAV. Ce qui n'est pas le cas parce que notre zone d'intervention est beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Moi, par exemple, en tant que customer care des coachings de groupe, je vais vraiment m'occuper de toute la structuration du parcours client, du parcours d'élèves coachés, le terme que tu souhaites, et aussi répondre aux interrogations, préparer tout ce qui va être les séances, faire aussi toute la partie technique et paramétrage, les relances, les suivis. C'est vraiment très large ma zone d'intervention, mais l'essentiel surtout, c'est que finalement, les coachés vivent une expérience qui pour eux est extraordinaire et un peu wow. Carrément. C'est un peu ce que je recherche et que ils ressortent du coaching vraiment ravis déjà par le fond du coaching, la forme du coaching et l'expérience qu'ils ont vécue. Carrément, trop bien. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un peu comme si tu étais chouchouteuse pro, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, si tu vas sur ma bio LinkedIn, c'est écrit chouchouteuse en Ah bah, chef top. et c'est un peu ma casquette. C'est ça. Parfait. Je pense qu'on aura le temps de détailler un peu plus, mais merci pour cette entrée en matière déjà et de nous avoir expliqué ton métier. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Quand moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses et de termes que je ne connaissais pas. Et le Customer Care en faisait partie, donc voilà. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé justement à être Customer Care? Quel a été ton parcours pour te mettre à ton compte et faire ce métier-là? Eh bien, en fait, tout a commencé non, ça fait un peu loin. Il était une fois. Exactement. En fait, ce que j'aime beaucoup dire souvent, c'est que c'est pas moi qui ai cherché l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat qui est venu me chercher. Et en fait, en 2015, je suis devenue maman, ce qui, dans la vie de beaucoup de personnes, chamboule un peu tout. Vaguement. Et donc, j'étais à l'époque responsable pédagogique dans une école Mmh. et j'ai pris un congé, maternité et ensuite un congé parental parce que, voilà, ça faisait déjà 6 ans que je travaillais en salariat et j'avais vraiment, envie de passer du temps avec, mon petit bout qui était mon premier enfant et je l'attendais depuis tellement longtemps que j'avais décidé que, voilà, j'allais me consacrer un petit peu à lui Mmh. et finalement, je me suis vraiment consacrée à lui. Et en fait, à ses 18 mois, on a appris qu'il était autiste. Mmh. Donc il a fallu un peu, chambouler, notre façon de vivre avec son père et du coup, je suis restée très longtemps en congé de présence parentale pour OK. pouvoir, gérer un peu tout ce qui est, les suivis, trouver les médecins, l'emmener à tout ça Mmh. pour en fait commencer un protocole de suivi thérapeutique pour l'aider à se construire, avec son handicap. OK. Et aussi avoir un cheminement et puis un travail aussi sur moi, sur le fait de vivre avec, mon enfant qui est handicapé. Mmh. Parce que, psychologiquement, on est comme tout parent, on a on a dans notre tête un chemin tout tracé pour nos enfants Ouais. et au final, évidemment, un jour ou l'autre, le deuil de ce de ce chemin tracé se fait. Sauf que le mien s'est fait beaucoup plus rapidement et c'est parfois un peu dur à vivre. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu être auprès de lui pendant toutes ces étapes OK. et ça a duré quand même quasiment 4 ans D'accord. d'être auprès de lui et quand tout
tu as commencé à bien rouler. Il avait l'école, il avait ses suivis, tout était parfait. Et ben, je me suis dit qu'il était peut-être temps de retourner bosser, en fait. Non, j'étais vraiment dans une phase où il fallait que je retourne travailler parce que je suis tombée dans un burn-out, en fait. OK. Parce que je l'avais plus non-stop avec moi, parce que j'avais plus besoin de courir à droite et à gauche pour l'emmener à ses thérapies, à l'école, etc. Je me suis retrouvée sans activité, sans rien à faire à la maison et en plus, je m'étais séparée de son père, quelque temps avant. Donc je me suis vraiment retrouvée, toute seule et en fait, moi, j'ai toujours aimé travailler et je me suis retrouvée à plus rien faire. OK. Donc j'ai été son assistante pendant 4 ans, Ouais en et d'un plus d'être coup, sa mère. c'est: «Au fait et moi dans Et tout du ça, coup, en fait?» voilà et en fait, pour moi, je continuais finalement le travail que je faisais déjà, en tant que salariée, mais auprès de mon fils, en tant qu'assistante, en tant qu'assistante de direction même, C'est ça. Waouh! manager. Mais en tout cas, bah, voilà, j'ai voulu repartir et le problème, c'est que ça faisait quand même longtemps que j'étais partie et ça a été compliqué parce que, bah, j'avais plus ma place. Tout avait changé, dans mon entreprise et puis, j'avais aussi une contrainte, la contrainte des horaires, la contrainte de ma présence Mmh. parce que je voulais pas c'était compliqué, mais je voulais pas faire le choix entre ma présence avec mon fils et mon travail Ouais. et ça a été compliqué. Donc, d'un commun accord avec, l'entreprise dans laquelle j'étais, on a fait une rupture de contrat conventionnel. Mmh. Je me suis donc retrouvée au chômage. J'ai un peu cherché à droite à gauche, un nouvel emploi salarié. Ça ne marchait pas parce qu'il y avait toujours parce que je cherchais un mi-temps finalement, Ouais. mais comme il fallait être extrêmement flexible sur les horaires, bah, ça coinçait. Ça collait pas avec les contraintes, en tout cas, que tu avais, à ce moment-là? Exactement. Mmh. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, tant qu'à chercher un nouveau métier, autant me reconvertir». Donc je me suis dit: «Allez, je vais me reconvertir». J'aime beaucoup, tout ce qui est, site internet, design et cetera. Donc j'ai passé un titre professionnel pour être web designer. OK. Et en fait, dans ce titre professionnel, il y avait un module sur la rédaction web et comme, voilà, j'aime bien écrire et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas?» Donc j'ai engagé mon CPF pour faire une formation de rédaction web et l'une des contraintes d'utiliser le CPF, c'est qu'il fallait créer son entreprise à la fin de la formation. OK. Ce que j'ai fait, mais pour moi, j'allais, travailler en entreprise, j'allais pas être, freelance. Et au final, j'ai fait un coaching pour, améliorer un peu ma façon d'écrire et en fait, pendant ce coaching, ma coach m'a dit: «Là, on est en train de faire ton persona et je pense que tu es pas rédactrice web, je pense que tu es plus, quelqu'un qui est plus dans l'assistance, dans l'aide. Faut que tu t'occupes des gens, en fait et Mmh. la rédaction, ça peut être très bien pour toi personnellement, mais en tant que boulot, je suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent et ça a fait un petit peu un switch et je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai mon entreprise, pourquoi pas, transposer le métier que j'avais déjà en métier, entrepreneurial freelance, quoi». Ouais. Et j'ai commencé en étant assistante virtuelle et au final, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la relation client. Ce que j'aimais, c'était pouvoir répondre aux questions, pouvoir aider. Je suis toujours là en train de faire des tutos, de répondre aux questions, de chercher des solutions et ça m'a pris longtemps à bien définir ce que je voulais faire et en fait, je me suis dit: «Bah, c'était là depuis le début, c'est juste que je ne sais pas pourquoi, je voulais pas m'y mettre. Je voulais pas vraiment m'enfermer dans cette casquette-là parce Mmh. que j'avais envie de faire tellement de choses» et au final, je me suis dit: «Allez go, devenons customer care» et j'ai eu un contrat, sur, le customer care dans un coaching de groupe, d'une ancienne coach à moi d'ailleurs. Et finalement, je m'épanouissais tellement, je voulais tellement, être, voilà, être la top du top et du coup, ça m'a beaucoup passionnée aujourd'hui encore, voilà, j'en parle avec, Avec beaucoup passion, de c'est clair. beaucoup de passion et l'avantage, c'est que, ça me permet aussi de moduler mes horaires. Mes clientes sont tout au courant de ma situation, Mmh. elles le savent pour mon fils, elles savent que parfois, bah, je peux, leur dire: «Bon, bah, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que je l'ai à la maison» et que quand il est à la maison, c'est impossible de travailler. Mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'avoir des clientes qui sont compréhensives, bienveillantes et je pense qu'en fait, c'est ma cible et je l'attire, comme ça et j'ai beaucoup de chance, je Mmh. trouve, d'avoir vraiment trouvé, bah, en fait, un portefeuille client qui me ressemble et qui est totalement dans l'empathie et dans la compréhension et ça me permet, en fait, de m'épanouir en tant que femme et en tant que professionnelle parce que je Mmh. ne suis plus que la maman de mon fils ou l'aidante de mon fils, mais je Mmh. suis vraiment la Pierre-Marie-Émilie, customer care manager et ça, c'est valorisant aussi pour soi et en même temps, je mets pas de côté, mon côté maman. Je reste une maman qui a un enfant qui a des besoins particuliers et qui a vraiment, besoin de mon attention et de ma présence Mmh. et ça me permet d'allier les 2 et Oui. vraiment, je pense que je suis extrêmement chanceuse de pouvoir faire ça. J'ai été longue, hein.
C'est trop bien. J'ai noté plein de trucs. Il y a plein de trucs sur lesquels je vais revenir. Alors la chance, je sais pas, enfin, tu t'es quand même, un peu créé, ce dans quoi tu es aujourd'hui. Donc on dit toujours: «Oui, j'ai de la chance» et cetera. Il y a aussi, ce que toi tu as mis en place, les opportunités. Tu parlais de personnes qui tu été en contact et qui t'ont aussi, peut-être ouvert les yeux à certains moments, et ou, ouvert du business aussi. Donc peut-être de la chance, mais je dose toujours aussi un peu en disant, ça se provoque aussi et je pense que dans les actions que tu as faites, il y a aussi des choses que tu as mises en place qui font que, en effet, aujourd'hui, tu t'éclates et que tu as les clients, avec lesquels tu es hyper aligné. Et ce que j'entends dans ton parcours, enfin, tu parlais d'aider, d'empathie, de compréhension. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que en fait, tu as sans doute développé des compétences, des facultés, de la réflexion sur toi aussi avec ton fils en l'aidant pendant ces 4 ans où du coup tu travaillais pas. Et c'est des compétences et des choses que tu transposes dans ce que tu fais aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, quand on parle de reconversion, on a tendance à dire, en gros, je coupe tout ce que j'ai fait avant parce que j'ai besoin d'avoir une césure, c'est absolument pas la même chose, etc. Et là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses, ouais, que tu as sans doute mises en place dans ton parcours et que tu réutilises aujourd'hui dans ton parcours pro, en fait. Bah totalement. Bah en fait, si je suis vraiment franche, pourquoi je me suis nichée dans les coachings de groupe? Et ben en fait, c'est à cause de mes expériences passées. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à me former dès qu'on a appris l'autisme de mon fils, parce que on n'avait pas assez de professionnels. Mmh. Et surtout, bah en fait, moi, en tant que maman, le handicap, je connais pas. Je suis tombée dans un monde vraiment inconnu pour moi. Mmh. Et même si les professionnels sont là pour, nous expliquer, pour nous accompagner et tout, bah, on a besoin de faire nos recherches et surtout, j'avais très peur de tomber dans des dérives. Des dérives parce que beaucoup de parents sont un peu désarçonnés, sont un peu, vraiment enfin, c'est très compliqué d'être, parent d'un enfant, porteur de handicap Mmh. ou même d'un enfant handicapé parce que porteur de handicap, ça veut quasiment rien dire. Mais en tout cas, c'est très dur parce que c'est pas le handicap finalement qui est dur, c'est la société Oui. et c'est le regard des autres. Mmh. Et donc en fait, ces parents-là ont tendance parfois à tomber dans avec des médecins qui vont, leur dire: «On va pouvoir le guérir. Faites un régime keto, Ouais, vous c'est allez ça, voir, c'est ça. son Mettez-le à la autisme va lumière de disparaître». 8h à 8h15 tous les matins. Vraiment. Non, en fait, Dans ces nuits sous la pluie, à la c'est ça. prochaine pleine lune pour le 3e décan et vous allez voir que tout va s'arranger. Mmh. Et j'avais vraiment peur de tomber là-dedans et il m'a fallu beaucoup de temps pour finalement accepter que c'était pas une maladie, Mmh. que c'était lui, que c'était mon fils, que c'était la façon dont il était et je me suis beaucoup formée c'est là que mon addiction a commencé. Je me suis formée à la résilience, Ouais. j'ai fait des formations à la résilience, je suis partie jusqu'à, presque la certification en tant que thérapeute dans les, thérapies, comportementaux, cognitifs pour essayer vraiment de comprendre son comportement et puis au fur et à mesure qu'il grandissait, on a aussi découvert qu'il était non oralisant. Donc juste pour expliquer, non oralisant, c'est juste qu'il communique mais pas avec la parole. Mmh. Il arrive à se faire comprendre, mais il ne parle pas. OK. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut évoluer ou pas. Mmh. Mais c'est vrai que, voilà, je me suis beaucoup formée pour pallier aussi un peu ce manque, auprès de lui parce qu'on n'avait pas d'orthophoniste donc les méthodes à mettre en place, bah, c'est moi qui les ai apprises. J'ai tout fait toute seule et en plus j'étais toute seule avec lui donc voilà, c'était compliqué et en fait, j'ai commencé à me former et quand j'ai monté mon entreprise, en fait, j'ai toujours été dans la formation. Je me suis Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup formée et au fur et à mesure, le constat était le même, c'est que parfois, j'avais juste l'impression d'être un numéro de facture. J'avais juste l'impression qu'on prenait mon argent et qu'au final derrière, il y avait pas forcément ce que j'attendais, le Mmh. résultat que j'attendais et que quand, on allait toquer en disant: je suis pas forcément satisfaite», pas de retour Ouais. et je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie que d'autres personnes ressentent la même chose» et j'ai fait un 2e coaching justement pour m'apprendre à la prospecter en tant qu'assistante virtuelle et l'expérience que j'ai vécue dans ce coaching a été incroyable. OK. Je me suis sentie vraiment valorisée, entendue, écoutée. J'ai d'ailleurs toutes mes besties, mes business besties, je les ai rencontrées là et aujourd'hui cette coach, c'est l'une de mes clientes. OK. C'est pour elle que j'ai monté, finalement mon offre de customer care, pour l'accompagnement de groupe Ouais. et au final, ça a été vraiment une révélation et je me suis dit: «Mais c'est ça en fait que j'aimerais que tout le monde, toutes les personnes qui se forment, que ce soit en coaching ou en formation en ligne, Mmh. ou en formation même physique, hein, ressentent quand ils se forment» parce qu'il y a effectivement ce que tu apprends, mais il y a aussi ce que tu vis. Ouais, clairement. D'où l'expérience, en fait, ouais. Exactement Mmh. et l'expérience fait partie de ton apprentissage parce que moins l'expérience est intéressante et moins tu vas t'engager. Mmh.
clairement. Et du coup, je me suis dit, mais c'est tellement ça que je veux faire. Et t'as raison, en fait. C'est parti de quoi? C'est parti d'une première formation pour mon fils. Et tout ce que j'apprenais, tout ce que je ressentais, tout ce qu'il y avait autour de moi. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, j'étais pas comme ça avant, mais je suis beaucoup plus patiente, beaucoup plus à l'écoute, parce que je suis obligée de l'être pour lui aussi. Ouais. Je suis obligée d'être patiente parce que il comprend pas les choses comme nous. Et du coup, il faut que je trouve les bons mots, il faut que je reformule, trouve les mots-clés, la façon de communiquer avec lui. Et en fait, c'est comme ça aussi quand tu es dans un coaching, c'est bête, je fais des parallèles, je me rends compte. Mais tellement, en fait, il y en a tellement que c'est hyper évident, en fait, en t'écoutant, tu te dis: «Mais mon Dieu, c'est» ouais. Mais en fait, quand tu es dans un coaching ou une formation, tu as toujours des profils très différents. Et en fait, tu es obligé de t'adapter à tous les profils parce que tu ne peux pas te dire bon bah alors voilà mon plan d'action, on va faire ça. Sauf que tu auras toujours quelqu'un qui va être un peu plus en mode oui mais j'y arrive pas et donc il faut la rassurer. Quelqu'un qui va être extrêmement positif et qui va être un peu surexcité et là tu dis oh, faut se calmer un petit peu. Tranquille, c'est ça, garde ton énergie. Et à l'inverse, avoir une personne qui est extrêmement timide et la pousser à aller de l'avant parce que c'est ça qui fera que elle sortira du lot. Donc en fait, c'est ça, c'est l'adaptation que j'ai dû mettre en place pour mon fils finalement. Je la mets aussi en place pour les clientes de mes clientes. Et pour moi, c'est là où je m'épanouis le plus parce que c'est quelque chose que je fais quotidiennement, ça me fatigue pas. Ça pourrait être fatigant, mais ça me fatigue pas. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'allier un peu les deux et puis d'essayer aussi de comprendre un peu plus le monde, un peu plus les autres. Et je pense que c'est important. Ça m'amène beaucoup de réflexion. J'ai appris à réfléchir aussi. J'ai beaucoup appris à avoir de la réflexion, à prendre du recul, à ne pas toujours. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Hein. Mais tu restes humaine. Voilà, c'est ça. À ne pas toujours tout prendre pour moi, pas me dire que les personnes sont agressives ou que justement elles sont trop naïves et aussi apprendre à me freiner parce que parfois moi je donne beaucoup parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça et aussi à me dire faut que tu te protèges, freine-toi et d'être dans le conseil aussi pour les autres en me disant toi aussi, je vois que ton profil est très c'est quelqu'un qui donne beaucoup, apprends à te freiner. Et je fais pareil aussi à la maison avec mon fils en lui disant le plus compliqué avec lui, c'est de lui apprendre finalement les limites. Les limites autant par rapport à lui-même, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire avec lui, et par rapport aux autres, ce que lui a le droit et n'a pas le droit de faire avec les autres. Et en fait, tout s'imbrique et tout est corrélé. Et quand j'entends parfois dire oui, il faut séparer vie professionnelle, vie personnelle, je me dis mais c'est impossible en fait. Mais c'est impossible. Oui, effectivement, il faut que tu sépares les choses parce que tu peux pas être non-stop en train de bosser ou non-stop avec les enfants en t'imaginant que ton boulot va se faire tout seul. Mais je pense que ta réflexion et ce que tu ressens va impacter l'un ou l'autre. Donc en fait, clairement. il faut vivre avec. On entend souvent on n'est pas responsable, il peut se passer des trucs dans la vie et on choisit pas forcément ce qui nous arrive. Par contre, on est responsable quelque part de ce qu'on en fait et de la manière dont on va activer ou pas les choses derrière. C'est ce que j'entends dans ton parcours aussi. C'est-à-dire que je suis maman, donc j'imagine l'onde de choc que ça a dû être aux 18 mois de votre fils quand en effet vous découvrez qu'il est autiste et les impacts potentiels que ça peut avoir sur sa vie et sur la vôtre, au-delà de ce que tu projetais pour lui, pour vous, etc. Et je trouve que dans ton parcours et dans ce que ça paraît en effet tellement imbriqué, mais on est après coup. Enfin, t'as toujours une logique de dire ah bah oui c'est évident, t'as le recul sur les choses, etc. Mais je trouve ça super intéressant de voir quel a été ton cheminement toi perso, de te dire bah ouais j'ai peut-être une méconnaissance aujourd'hui de ce monde-là, du monde du handicap et pourtant j'y suis confrontée. Donc en fait c'est aussi à moi de me mettre dedans, de me former, de m'informer, d'essayer de comprendre. Au travers de ça, tu te comprends mieux toi aussi et quelque part ça te fait cheminer sur l'aspect pro, hein, puisque c'est aussi le résultat de ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui, tu es à ton compte et que tu fais ce métier qui te colle particulièrement bien parce que en effet ce qui ressort c'est toi en fait, ta manière d'être et donc je trouve ça intéressant de se dire que ça t'énergise aussi quelque part cet apprentissage et la lecture ou les échanges que tu peux avoir avec ton fils te permettent aussi d'activer des choses dans ton job qui tu le dis, ça pourrait te pomper de l'énergie et potentiellement non, ça t'en pompe pas tant que ça ou t'es en capacité en tout cas de le gérer parce que t'as appris sur toi et que c'est aussi des choses qui te plaisent et qui sont peut-être innées chez toi et je suis assez d'accord avec toi. Moi le truc limite pro perso je l'entends assez sur les horaires après sur le reste pour moi enfin c'est la même personne en fait donc et si quelqu'un a
la technique pour, genre quand on est en vacances, débrancher complètement le pro, je prends, ça m'intéresse, ou inversement. Mais je pense pas. Enfin, on est la même personne et on contrôle pas forcément ni les émotions évidemment, ni les pensées qui peuvent aller dans du pro ou de perso selon les moments. Mais je trouve ça hyper intéressant dans ton parcours de voir en fait comment tu t'es réadapté. Et tu l'as dit plusieurs fois en fait, tu as parlé plusieurs fois d'adaptation. Comment tu t'es réadapté, et je pense que tu le fais encore, à ce qui arrivait dans ta vie perso, ce qui arrive potentiellement dans ta vie pro aussi, et comment est-ce que tu fais une recette en fait avec tout ça pour que ce soit quelque chose qui te drive et qui te tienne en fait. Oui, bah, c'est en fait, je me dis que j'ai pas trop le choix. C'est un peu compliqué parfois parce que mon inquiétude est très grande par rapport à mon fils, mais aussi Mmh. par rapport à mon travail, en fait. C'est un peu comme une charge supplémentaire parce que, voilà, moi, mon fils actuellement, il a un très bon suivi, il va à l'école, il est dans une classe spécialisée, mais ça, c'est quelque chose qui va être pérenne pour moi jusqu'à ce qu'il arrive au collège et après le collège, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai pas de Mmh. perspective, sur son avenir, je sais pas trop comment ça va se passer et en fait, mon travail, quand on parle souvent dans l'entrepreneuriat, de la vision, la mission, le pourquoi, bah, mon pourquoi, c'est mon fils. Mmh. C'est pour lui que je suis là, mais ma vision, c'est, de pouvoir finalement m'épanouir assez professionnellement et d'avoir ce qu'il faut pour que demain, quoi qu'il arrive, il puisse aller faire ce dont il a besoin, être indépendant, avoir tout ce dont il aura besoin et Mmh. finalement d'avoir cette sécurité aussi pour l'avenir. Mais c'est vrai que ça me drive, en fait. C'est ça mon carburant. Mmh. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, je me lève le matin et j'ai pas la flemme de me lever le matin. Ce qui pouvait parfois arriver quand j'étais salariée. Avouons-le. Et c'est vrai que parfois c'est pas facile. Voilà, beaucoup d'heures de travail, parfois très peu de sommeil, beaucoup de choses à gérer au niveau des émotions, Mmh. que ce soit la colère, la frustration, le ras-le-bol. Parfois, des fois, je me dis: «Mais dans quoi je me suis lancée avec cette entreprise? C'est fou». Et puis des fois, je me dis: «Mais dans quoi je me suis lancée en devenant maman? C'est fou». Mais ça reste toujours un moteur et en fait, c'est la vie, tout Mmh. simplement. La vie est en dents de scie, la vie est comme ça et en fait, comme tu le disais, ça dépend toujours de ce qu'on en fait, de qu'est-ce qu'on fait des épreuves qui nous arrivent en pleine face, en fait et moi, souvent, c'est mon côté un petit peu bisounours et peace and love, c'est que je me dis: «Chaque chose arrive pour une raison». Mmh. Si les choses sont arrivées comme ça, c'est parce qu'elles devaient arriver comme ça. Voilà, des fois, j'en parle, avec mon entourage et je leur dis: «Mais en fait, si je rencontrais quelqu'un qui me connaissait bien il y a 10 ans, tu lui dis: "Ah bah, Marie-Émilie, elle va faire enfin voilà, elle fait ça", il te dira: "Mais jamais, pas du tout le genre. Enfin, tu es sûr qu'on parle de la même personne?" Et en fait, c'est ça, c'est que l'évolution Mmh. n'est pas forcément celle, à laquelle j'avais pensé et aspiré. Je ne suis pas, comme ce qu'on voit sur LinkedIn, ou sur les réseaux: «À 25 ans, j'ai décidé de tout abandonner pour devenir entrepreneuse, monter ma boîte et gagner 1 million». Absolument pas. Je ne suis pas sûre que ce soit la majeure partie des entrepreneurs. On les entend beaucoup, mais ça veut pas dire que c'est le plus grand nombre. Voilà, mais c'est juste pour dire que moi, dans ma tête, à l'époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, enfin voilà, moi j'étais une personne pépère, voilà, j'ai mon petit boulot, je me lève le matin, je le fais, je rentre le soir, je suis tranquille et jamais j'aurais pu croire que, j'en serais là aujourd'hui et jamais j'aurais pu croire que finalement ça me plairait Mmh. et c'est ça aussi la force de mon fils, le fait d'être devenue maman, c'est que je pense qu'il m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Je suis pas une personne qui arrive à faire les choses pour elle-même, je fais très peu de choses pour moi, ça me gonfle. Mais par contre, je fais beaucoup de choses pour, les gens que j'aime et mon fils, bah, c'est voilà, c'est mon sang. Donc du coup, pour lui, je pense que, Mmh. je déplacerai des montagnes Mmh. et c'est ça qui me drive aussi. C'est que chaque fois que, je me sens un petit peu, voilà, j'ai le moral qui baisse, je le regarde et je me dis: «Mais au final, moi, ce que je vis, est-ce que c'est vraiment dur?» Parce que la société dans laquelle lui, il évolue, la société dans laquelle lui, il grandit, Mmh. les inadaptations qu'il y a pour toutes les personnes handicapées, c'est ça le plus dur. Mmh. C'est de vivre dans une société qui n'est pas adaptée à nous et à nous. Je prends Ouais. la voix de mon fils, j'en Mmh. suis désolée, mais c'est vraiment vivre dans une société qui, finalement, empêche les personnes handicapées de pouvoir avancer comme elles le souhaitent, Ouais. de pouvoir se dire: «Bah, j'ai une vie tranquille». Elles ont un handicap,
et finalement, on leur complique encore plus la Ouais, vie c'est au ça, lieu de la faciliter. c'est ça. C'est au-delà de pas les aider, c'est même les freiner, en fait, C'est ça. et enfin, J'ai et les 2 sont problématiques, en fait. Un, le fait de pas aider et 2, de potentiellement même ralentir, en fait, les possibilités, les évolutions, ou ne pas faciliter, en fait, et c'est en effet ça qui est problématique et je pense que enfin, on n'y est pas confronté, en fait, quand on a un entourage, valide et que c'est en effet au moment où tu y es confronté que tu te dis: «OK, bah, du coup, c'est quoi là, en fait, c'est quoi les options possibles?» C'est exactement ça. C'est Mmh. voilà, moi j'ai la chance, mon fils marche, Mmh. il peut se déplacer, mais voilà, on se refuse des choses parce Mmh. que c'est pas adapté. Il adore les parcs d'attractions et j'essaye même pas de l'emmener à Disney, quoi. Ouais. C'est pas possible, c'est impossible parce que l'accueil des personnes handicapées, c'est pas possible. Le parc Mmh. Astérix, c'est pareil. Donc on va se contenter de petites attractions, mais il grandit et donc les petites attractions sont de moins en moins adaptées à lui. Ouais. Et c'est pareil, donc là, on va à des endroits où c'est un peu plus adapté, mais je me rends bien compte, sur le moment, je me dis: «Ah bah, c'est bien parce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les personnes, handicapées, donc mon fils en bénéficie». Mais finalement, je me dis: «Oui, mais lui, en fait, il marche et pour les personnes qui sont, à mobilité réduite, bah, l'accès est encore plus Mmh. difficile». Et c'est ça aussi, c'est que je parle pas forcément beaucoup du handicap dans mon entreprise et cetera, mais c'est pour ça aussi que je suis là à en parler et je suis là avec toi. C'est que ça m'offre aussi une tribune Mmh. quelle qu'elle soit, petite ou grande, de pouvoir aussi en parler, de pouvoir, enfin, quand je me suis lancée, les parents aidants, entrepreneurs, mais, enfin, j'en voyais pas qui en parlaient en tout cas. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est au fur et à mesure des rencontres, c'est au fur et à mesure de parler finalement de moi, de Mmh. parler de moi, d'être, totalement narcissique et de pouvoir ne parler que de moi, que j'en ai voilà, que finalement j'en ai rencontré. Mmh. Et je me suis dit: «Mais en fait, les personnes ont peur d'en parler parce qu'ils se disent: "Oui, mais imagine, ça fait peur à mes clients. Imagine, ça, me freine moi dans mon entreprise"». Et j'ai envie de dire: «Oui, mais ça veut dire aussi que tu n'es pas honnête avec tes clients. Parce que si demain, tu es obligé de partir en urgence à cause de ton fils Mmh. ou de ta fille, pardon, parce que moi je parle à ça à Forcément, mon fils, c'est à cause de ton enfant et bah, au final, il faudra quand même que tu en parles et tu pourras pas enfin, il y a des choses qui feront que ça durera sur le temps. Le fait que tu sois mmh. fatigué parce que, bah, il est en crise toute la nuit, le fait que tu doives gérer les urgences. Moi, par exemple, je suis, une maman presque solo, c'est pas la même chose que aussi des parents qui sont ensemble et qui ont des Mmh. enfants ou qui aussi a une fratrie. Moi, il est tout seul, donc je n'ai que lui. Mais s'il avait eu un frère ou une sœur, ça aurait pas été non plus la même chose. Mmh. Et c'est important aussi d'avoir cette tribune et le fait d'en parler avec mes clientes, je me rends compte qu'elles-mêmes, elles en parlent avec leur entourage et Mmh. qu'elles-mêmes, elles ont des histoires et elles me disent: «Ah oui, mais tu sais, moi, mon frère, mon cousin, mon petit-neveu» Mmh. et du coup, elles ressentent un petit peu les choses et c'est ça aussi, c'est que finalement, c'est qu'importe le canal, d'avoir un petit peu cette possibilité d'avoir la tribune, d'en parler et peut-être de faire bouger les choses, que ce soit dans les mentalités ou à plus grande échelle, avec, des personnes qui s'en rendent compte et qui décident de prendre les choses à bras le corps. Mmh. Pour moi, enfin, partager là-dessus, en parler, c'est aussi potentiellement être des rôles modèles pour d'autres gens qui sont dans la situation et qui se disent enfin, c'est ce que tu disais, en fait, quand tu as commencé, il y en avait pas beaucoup et donc tu te dis: «Est-ce que c'est moi qui suis vraiment dans un cas, complètement isolé?» ou voilà. Mais c'est un peu le même principe que les 10 cas sur LinkedIn, en fait. Tu en entends parler, par les gens qui le disent, donc tu as l'impression que c'est quelque chose de très naturel alors que pas vraiment. Mais il y a une notion de visibilité aussi et de se dire: «Est-ce qu'il y a des gens qui ont traversé la même chose?» et le fait de prendre la parole, en fait, là-dessus, bien sûr, je pense que ça peut, faire, évoluer les mentalités, en tout cas j'espère, que ça a au moins cet impact-là et en plus au-delà de ça, c'est aussi, peut-être dire à des personnes qui, elles, n'osent pas prendre la parole ou n'osent pas aller chercher, des ressources, quelque part, bah, vous êtes pas seul en fait, vous êtes pas seul et c'est aussi possible de trouver comment s'ajuster, dans ces situations-là. C'est aussi possible de retrouver, la motivation dans son job, de créer, et d'être entrepreneur, et cetera. Ça veut pas dire que c'est bisounours, land tous les jours, hein et tu l'as dit pour plein de raisons, mais juste de dire: «C'est possible» en fait et des fois le juste «c'est possible», on a besoin de l'entendre en fait. Mais exactement, non, mais là, pour le coup, tu as entièrement raison. Le fait de se dire: «C'est possible, on peut le faire». Mais Mmh. en fait, qu'importe, notre situation, Mmh. c'est que si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est derrière, il y a toujours une raison. Mmh. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on décide de ne pas être salarié. Parce que la société nous pousse à être salarié.
C'est le modèle plus classique en fait. Et je pense qu'on est une génération où c'était le truc, le Graal absolu de tu fais des études pour avoir un CDI et être tranquille en fait. Mais je suis entièrement d'accord. Mais moi, tu sais, j'ai eu mon CDI, j'avais 22 ans. Donc, je me suis installée, voilà, je viens de La Réunion. Petite réunionnaise qui vient s'installer en hexagone pour pouvoir travailler. J'arrive en région parisienne. 3 mois après, je signe mon CDI. J'avais 22 ans. Mais moi, dans ma famille, on a fait péter le champagne. C'est bon, les caser professionnellement. Mais c'est ça. Et même aujourd'hui, pour te dire que pour certains, la mentalité n'a pas forcément bougé, c'est que aujourd'hui, quand je dis que je suis entrepreneuse, pour moi, tout le monde s'imagine que je suis précaire, en fait. C'est soit je suis partante pour faire une télé-réalité à Dubaï, soit je suis à 2 doigts d'aller au Resto du Cœur. Ouais. Donc il y a pas d'entre-deux. Il y a pas de Voilà, c'est soit on galère, soit on pète le game. Et évidemment, à chaque fois, la seule chose, parce que moi, on connaît ma situation et la seule chose qu'on va me souhaiter, c'est: «Oh, j'espère que tu trouveras quand même un travail, un CDI». J'ai peur, je croyais que c'était un mec, j'allais dire: «Ah non». Oui, bah ça, on peut aussi me le dire, mais je sais pas dans la graduation ce qu'il y a de pire entre ces deux phrases d'ailleurs, mais j'avoue que c'est un petit peu les 2. On n'a pas à souhaiter à quelqu'un d'avoir un partenaire de vie parce qu'au final, il faut apprendre aussi à s'aimer soi-même et à vivre avec soi-même avant de vivre avec quelqu'un d'autre. Exactement. Mais voilà, c'est qu'au niveau professionnel, pour certains, pour les plus jeunes, ça va. Franchement, moi, quand j'en parle à des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ils disent: «Oh, bah, c'est bien». Voilà, tranquille. Mais les personnes qui sont plus âgées, qui ont eu vraiment cette éducation du salariat, du fait d'avoir le CDI pour avoir finalement, bah, le côté un peu safe du salariat, du CDI, du fait de se dire: «Bah, tu as un contrat, demain on te met pas dehors comme ça». Je dis: «Oui, mais tu sais pas ce qu'il y a demain». Et en fait, c'est un choix. Dire je ne matrixe pas le le salariat. Je veux dire, moi demain on me propose un salariat sur avec les mêmes termes et avec les mêmes possibilités qu'aujourd'hui en entrepreneuriat, je dis pas que je signe pas, en fait. Parce que, c'est pas forcément l'entrepreneuriat qui me plaît, c'est ma façon de travailler. Ça, en fait. Ouais. Donc au final, si je peux retrouver la même chose en salariat, évidemment que je vais y aller. Mais dans l'imaginaire collectif, le salariat reste quand même le Graal. Et malheureusement, moi à l'époque, quand mon fils est né, c'était pas du tout comme ça et ça a évolué heureusement. Mais les parents aidants en salariat, ça n'existait pas. Ouais, non mais c'est ça, c'est à un moment tu te dis quelle est la compatibilité là-dedans en fait. C'est exactement ça et en fait, il y avait pas de compréhension parce qu'on parle productivité. Seras-tu productive si demain tu ne viens pas? Il y a aussi le fait du côté un peu professionnalisme. Oui, mais bon, j'ai une réunion, si je peux pas venir parce que l'AESH de mon fils n'est pas disponible et qu'il est obligé de rester à la maison, bah le patron lui va se dire ou la patronne va se dire ouais, mais bon, elle est importante cette réunion, faut que tu sois là. Sauf que si t'as pas de baby-sitter, si t'as personne à côté, voilà, c'est compliqué. À gérer, ouais. Alors que moi, je sais très bien que voilà, mardi, mon fils était à la maison alors que j'avais pas du tout prévu et que j'avais des réunions à foison. Et bah, à un moment donné, on s'organise, on me prévient au début de la réunion qu'il y a peut-être un moment où je coupe le micro, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et puis, on s'organise et c'est cette facilité finalement qui, moi, m'enlève une charge. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a aussi ce côté méconnaissance, en fait. C'est-à-dire que les personnes peut-être plus âgées qui disent « Ah, oh là, mais t'as pas de CDI, du coup, en effet, t'es peut-être précaire. C'est aussi la méconnaissance pour eux, c'était pas un modèle qui existait, en fait. Ça faisait pas partie du paysage. Il fait de plus en plus partie du paysage, en fait, ce modèle d'être à son compte, d'être free, et ce sera de plus en plus le cas. En tout cas, c'est ce que les chiffres indiquent. Donc forcément, ça ajoute des choses méconnues pour ces personnes-là qui n'ont connu que le CDI, qui pour la plupart, d'ailleurs, quand on voit nos parents, sont rentrés dans une boîte et ont fait toute leur carrière dans la même boîte. Donc entre-temps, on est passé par non, la carrière, peut-être que tous les 2-3 ans, tu vas changer de boîte, de poste, etc. À maintenant, le free, la partie freelance se développe beaucoup et à son compte. Donc je comprends aussi, en fait, c'est vrai que ça va vite, ces évolutions du travail, et je peux comprendre aussi, par mes connaissances, le fait d'avoir peur pour les proches, de se dire oui, mais est-ce que du coup ça va, c'est bien pour ta vie, est-ce que c'est stable pour toi, etc. Et en même temps, c'est beaucoup le cas pour des gens qui se lancent où déjà quand on se lance, on n'est jamais
jamais sûr à 100%. C'est que quand on a des enfants, si quelqu'un y va en étant sûr à 100% du truc, j'aimerais bien comprendre comment, mais il y a toujours une part de doute et de pas savoir exactement ce qui va se passer. Pour moi, c'est très très parallèle entre le fait d'avoir des enfants et le fait de se lancer à son compte. Il y a beaucoup de choses transposables des deux côtés, mais on se pose déjà beaucoup de questions soi. C'est vrai que l'entourage est pas toujours que aidant pour le coup, à poser des questions ou à les creuser sur mais t'es sûr? Bah non, je suis pas sûre, mais en fait, je suis pas forcément sûre à 100%. Oui, j'aurais des doutes. Oui, il y a des moments qui seront difficiles, etc. Mais je choisis, et pour moi, c'est ça aussi la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Et par rapport aux contraintes que tu as toi aujourd'hui et que tu veux pouvoir moduler par rapport à ton fils, par rapport à toi, eh ben c'est la meilleure réponse. Et en effet, c'est qu'une question contractuelle, que ce soit CDI, CDD, indépendant, portage, on s'en fout. C'est juste les modalités de ces contraintes-là sont aujourd'hui plus exploitables et plus faisables en étant à son compte. Et c'est ce que tu Exactement. disais. Si demain c'est possible en étant salarié, ben pourquoi pas. Mais ça enlèverait sans doute le questionnement de j'ai des clients, j'en ai pas, etc. qu'on a tous. Mais finalement, c'est qu'une question contractuelle autour de quel est ton besoin toi et quelles sont tes contraintes dans ta vie aujourd'hui. Bah oui, totalement. En fait, moi, ce que je veux, en vrai, de vrai, je veux juste bosser Ouais. parce que j'aime ce que je fais. Mm. Voilà, c'est juste ça, c'est que j'aime ce que je fais et je veux juste pouvoir travailler, me faire un petit peu plaisir aussi parce que des sous-sous, c'est bien, C'est pas mal aussi. toujours, mais je veux juste pouvoir m'épanouir Mm. professionnellement, mais je veux pas en fait, je suis un peu, comme une enfant capricieuse. Je veux pas faire de choix. Oui. Je veux pas privilégier mon enfant ou privilégier ma carrière. Ouais, c'est ça. C'est pas ou, c'est et. Voilà, c'est mon enfant et ma carrière. Mm. Et après, je sais aussi ce que je veux et je sais aussi les sacrifices que je fais pour ça. En fait, j'ai pas d'œillères, Mm. tout simplement. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il y a toujours quelque chose que je suis obligée de délaisser Mm. pour l'un ou pour l'autre. Et ça, en fait, ça a été dur, mais j'ai aussi appris à lâcher du lest là-dessus. Mm. Parce qu'on veut être dans la performance et puis quand on monte une entreprise, on veut aussi être rentable et j'ai pas été rentable tout de suite Mm. et j'avais pas de chômage à l'époque. C'est-à-dire que moi, quand, vraiment j'ai monté ma boîte, mon chômage était terminé. Mm. Donc souvent, les gens profitent de leur chômage pour pouvoir monter leur boîte parce que derrière, ils ont finalement, bah, un peu ce coussin qui est stable. Mm. Moi, en fait, ma prise de décision est arrivée extrêmement tardivement et mon chômage était déjà parti. Ouais. Il est parti vers d'autres cieux. C'est ça. Et du coup, j'avais que ma boîte, c'était soit ça, Mm. soit le RSA et les allocations de mon fils. Sauf que Mm. les allocations de mon fils, elles sont pas pour moi, elles sont pour payer ses Bien sûr. thérapies Mm. et pour payer tout le matériel qui va pour lui. Donc en Mm. fait, là-dessus, je pouvais pas compter. Il fallait absolument que je travaille, en fait. Mm. Et le fait de me dire: «Bah, faut absolument que je travaille» et de pas avoir la possibilité d'avoir du salariat en attendant, parce qu'on se dit toujours: «Oui, mais je vais pas me laisser crever de faim, si je Ouais. suis freelance et que j'y arrive pas, bah, c'est pas grave. J'irai me trouver un petit contrat de caissière, Mm. à Auchan et ce sera très bien». Sauf que moi, Auchan, ils voulaient pas de moi. Donc, en fait, j'avais pas vraiment le choix et peut-être que tu as raison sur quand tu me disais: «C'est pas forcément une question de chance, c'est aussi les rencontres et cetera». J'ai eu la chance de faire des rencontres effectivement, de trouver des personnes qui ont cru en moi assez rapidement Mm. et finalement, peut-être de prendre parfois des risques parce que j'avais rien à perdre. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une stabilité, Mm. d'avoir même ce choix de princesse, de me dire: «Ah, je réduis ma clientèle parce que Là, j'ai non, pas j'arrive là. plus à tout suivre». Mm. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a toujours une peur, quelle qu'elle soit et quelle que soit notre situation et en fait, c'est savoir aussi, bah, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur? Mmh. Oui, le hack, c'est pas d'éliminer la peur, c'est de savoir comment est-ce qu'on joue avec, comment est-ce qu'on la traite et comment est-ce qu'on arrive à passer à peu près à travers sans trop de dégâts, en fait. Exactement et moi, à chaque fois, je me disais: «Oui, mais bon, si j'ai pas de clientes, comment je fais?» Je suis comme tout le monde, hein, je m'affole, Ouais. je me dis: «Mais qu'est-ce que comment ça que la fin du mois, au secours?» Mais derrière, j'ai un enfant Mmh. et c'est vrai que, souvent les personnes se disent: «Oui, mais avec un enfant, c'est compliqué parce que, comment je vais faire si, si j'ai pas de rémunération?» La plupart du temps, je dis pas que c'est global, mais la plupart du temps, les personnes sont en couple. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, il y a un petit soutien derrière parce qu'on sait que, bah, voilà, on pourra au moins payer les factures et faire les courses. Mmh. Moi, j'étais toute seule, c'est-à-dire que financièrement, je suis le je suis le pilier C'est de ça. la maison. Mmh. Donc si moi je ne ramène pas de sous et bah, il y a pas de sous.
C'est assez binaire, hein, c'est voilà, Voilà, le donc calcul est vite fait. et là, c'est extrêmement, ça nous fait peur parce que, derrière, on regarde et puis on se dit: «Ah oui, mais il y a quand même le gosse là qui mange». Ouais. Donc je suis passée par des périodes extrêmement compliquées, Mmh. des périodes difficiles où, tu fais des choix sur les repas, tu fais des choix sur, est-ce que vraiment tu as besoin de changer ta paire de chaussures alors que celle de ton fils, est aussi en train de se déglinguer? Mmh. Bah, oui, c'est jamais facile et aujourd'hui, même si ça veut pas dire que demain ça ira. Mmh. Donc, comme on le disait, au final, il faut savoir jouer avec cette peur et savoir ce qu'on en fait et bien sûr ne pas se mettre dans la précarité, en faisant des choix, qui sont extrêmement Non, mais dangereux. c'est ça, sans être tête brûlée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi, je savais pertinemment que s'il y avait vraiment eu besoin en aspect financier, j'avais des solutions parce que, j'avais des petites économies, parce Mmh. que, je sais aussi que, parfois j'aurais pu le faire, c'est-à-dire demander au thérapeute de mon fils en fait, de faire une pause pendant 1 mois, Mmh. pouvoir un petit peu être, voilà, Absorber, pouvoir ouais. souffler et cetera. Mais, voilà, il faut pas être tête brûlée comme tu le disais, mais faut aussi finalement se dire: «Il faut se lancer». En fait, tu Mmh. rien à perdre, lance-toi, vas-y, parce que si tu y vas pas, en fait, tu sais pas ce qui va se passer. Au pire, tu te casses le nez, mais est-ce que ce sera pire que ta situation actuelle? Bah, pas forcément, donc je veux dire, au pire, tu pas de clients. C'est ça. Au Bon, pire, tu reviens à ta situation d'avant, mais au moins tu as essayé, tu as vu ce que ça donnait, quoi, c'est donc ça. oui. Et puis Ouais. on est quand même en France et l'avantage de la France, ça reste que, on nous laisse pas non plus sans le sou Mmh. et que même si c'est pas forcément, quelque chose qui est, viable à long terme parce que voilà, ça reste précaire, hein, Mmh. ça reste un coussin de sécurité aussi. Ouais, clairement. Mmh. Là, on parlait de ressources, financières, en l'occurrence. Tu nous parlais de ressources, toi, auprès d'accompagnement, de formation que tu avais pu suivre et de tes besties. Est-ce que tu as d'autres, ressources, pour terminer cet échange, qui ont pu t'aider ou qui t'aident encore d'ailleurs aujourd'hui en tant qu'entrepreneur slash maman slash aidante? Bah, en fait, moi, alors les ressources, au niveau, apprentissage, je les trouve partout. Les bouquins, tout ce Une qui va tête être les vidéos chercheuse, pour aller YouTube. les Voilà, chercher. alors oui, alors ça, je pense que c'est un terme que je vais reprendre, la terre chercheuse, c'est exactement moi. Et ah, où est-ce que je peux trouver des infos? Allez, go. Je pense qu'au niveau ressources, autant pour ma vie personnelle que pour ma vie professionnelle, ça va être vraiment, comme j'en parlais tout à l'heure de mes besties, cœur avec les doigts. C'est avoir vraiment un entourage qui est soutenant, Mmh. avoir aussi des personnes qui vivent la même chose que nous. Ouais. Autant moi dans le handicap, autant que dans l'entrepreneuriat, parce Mmh. que j'ai un compagnon, bon, lui parler de l'entrepreneuriat, c'est parfois compliqué Ouais. parce que bon, il est salarié et cetera donc voilà. Mais c'est aussi que, voilà, il y a des choses que seules les personnes qui vivent la même chose que nous peuvent comprendre, Mmh. que seules les personnes qui sont parents peuvent comprendre, que seules les personnes qui sont entrepreneuses ou entrepreneurs peuvent comprendre Mmh. et l'entourage, même si lui ne comprend pas, je trouve que c'est une ressource hyper Ouais, il importante est quand même parce que soutenant, dans ce parce que que le tu fais, en fait, moral, ouais. je trouve que le moral dans l'entrepreneuriat, c'est le plus important. Mmh. Notre santé mentale, Ouais, clairement. c'est vraiment le plus important Mmh. et c'est vrai qu'au niveau des ressources, après, j'aimerais en avoir un petit peu plus, autant, personnel que professionnel, pour, réussir à trouver, vraiment, le bon dosage parfois. Mmh. Mais sinon, voilà, être organisé, apprendre à lâcher prise, avoir des personnes avec qui parler, c'est, pour moi les ressources principales Ouais. pour ma vie en général, en fait. Mmh. OK, c'est hyper important et merci d'avoir partagé ça parce qu'en effet, quand, on se retrouve parfois, sur le chemin et peu importe la destination, on est un peu en mode: «Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'étais venue?» et cetera et donc les ressources, sont clairement aidantes, surtout que, on sait aussi que le fait d'être à son compte, c'est extrêmement isolant, quelle que soit la situation perso et qu'en effet, juste des fois déverser, en fait, avec quelqu'un qui comprend, ça suffit parfois à aller un tout petit peu mieux ou à stabiliser à peu près l'émotion du moment et donc en soi, c'est déjà ultra, ultra important et super riche, quoi. Oui et je voudrais juste rajouter une chose, une ressource hyper importante que parfois on oublie. Si un entrepreneur ou une entrepreneuse ne se sent pas bien et au final trouve que c'est lourd et qui sent qu'il y a quelque chose qui bloque, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel Mmh. aussi. Que ce soit un psychiatre ou une psychologue, se faire accompagner, c'est vraiment le plus important parce que au final, si nous, on va pas bien, notre entreprise va pas bien. Ouais, clairement. Donc la première chose, c'est prendre soin de nous Mmh. pour pouvoir prendre soin de notre boîte.
Clairement. Et la santé mentale en fait partie. Et c'est pareil pour moi. Plus on sera nombreux à parler et à dire que c'est important et à partager le fait que, en ce qui me concerne, oui, je suis accompagnée j'ai une thérapie avec une psy et ça me fait absolument du bien en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que maman, en tant que femme, en tant que plein d'autres choses. Et ça fait partie en fait du cheminement pour moi. Aujourd'hui, en tout cas, j'en ai besoin. Peut-être que demain, j'en aurai pas besoin, etc. Et peu importe. Mais c'est absolument ok aussi. Totalement. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Marie-Émilie sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, le fameux rôle modèle dont on parlait tout à l'heure, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi très bien. Merci beaucoup Marie-Émilie d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre du coup ce que tu vas faire et comment tu vas le faire dans les mois et années qui viennent. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi surtout. Avec plaisir. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.